Carnet de campagne, bonjour. Il suffit de glisser du Lot-et-Garonne au Lot pour changer de région. Aquitaine pour le premier, Midi-Pyrénées pour le second. Les carnets sont donc lotois cette semaine. Si le profil rural dominait le Lot-et-Garonne, les traits sont encore plus accentués dans le Lot. 33 habitants au kilomètre carré, c'est presque la moitié de la population du voisin. Quelques villes conduisent le département, le chef-lieu, Cahors au sud, qui plafonne l'habitant et 30 000 pour l'agglomération. Gourdon à l'ouest, Figeac à l'est et au milieu, le parc des Causses du Quercy, autour un patrimoine historique et architectural qui attire encore les foules. Faut-il citer à nouveau le million de visiteurs à Rocamadour, deuxième site le plus fréquenté après le Mont-Saint-Michel. Géologiquement et historiquement, le Lot tire bien son épingle du jeu. Gouffre de Padirac ou site préhistorique du Pêche-Merle, dont nous parlerons en toute fin de semaine. De fait, l'activité touristique pèse un poids dans cette balance économique départementale. Le Lot n'est pas pour autant le gagnant de la loterie. À ce sujet, j'ai découvert que les lotos associatifs qui foisonnent dans tous les pays de l'Hexagone, tant mieux pour les associations, tant pis pour les initiatives de village qui parfois se résument à cette seule expression, utilisaient des cartons, bouliers et divers accessoires nécessaires à l'acquisition du grille-pain tant convoité, fabriqué dans le Lot. Vous voyez, nous sommes bien dans une sorte de correspondance et de concordance entre Lot et loterie. C'est donc à Figeac, dans l'entreprise Lotokine, que sont fabriqués chaque année quelques 18 millions de cartons de jeux. Cette petite entreprise est ainsi le premier fabricant français de matériel de loto. La société fondée en 84 emploie seulement 27 personnes, mais elle se porte apparemment bien. Elle commercialise également des tickets de jeux à gratter. Elle n'avait pas hésité à attaquer la Française des Jeux en 2001 pour contrefaçon. Comme quoi, à Figeac, on ne reste pas figé, on n'a pas froid au jeu. Plus sérieusement, le sommaire du jour va nous conduire auprès de Laurent Cougnoux, fondateur d'un journal comme on aimerait en lire davantage, indépendant, associatif et citoyen. Le Lot en action est un bimensuel totalement fait main, avec une énorme dose de bénévolat, d'interactivité citoyenne et sans une ombre de publicité. Laurent nous attend au bout du fil. Une brebis quasiment égarée dans l'économie moderne. Pourtant, elle fut jadis très prisée pour sa laine qui façonnait le fameux tweed anglais. Elle s'appelle la Cossenarde. Elle a pris ses racines dans ce territoire lotois. Une association est née pour redynamiser son élevage et la production de sa laine. Françoise Dupetit sera la porte-parole de l'association La Cossenarde dans la deuxième séquence de ses carnets. Carnet de campagne sur France Inter. Laurent Cougnoux, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes hautement coupable vu le nombre de courriers qui vous dénoncent et qui dénoncent le journal Le Lot en action. Mais tout d'abord, première question, Laurent, l'immobilier, ça marchait pas dans le Lot ? L'immobilier marchait pas, ça a marché pendant très longtemps. On a eu beaucoup d'Anglais, beaucoup de Hollandais qui sont venus. Moi j'ai fait ce métier pas pour gagner de l'argent, mais pour pouvoir simplement vivre. Et quand la crise a été là et qu'il s'est agi de travailler dans des conditions différentes, notamment avec en respectant moins la déontologie de la profession et en étant obligé de travailler avec des gens avec qui je voulais pas forcément travailler, j'ai abandonné, je suis passé à autre chose. Et puis une petite voix vous a dit dis donc papa, tu râles tout le temps, mais tu fais quoi dans la vie au juste ? Alors ça c'est un peu plus tard, c'était en début de 2009, il y avait des manifestations un petit peu partout. Nous étions à peu près aux 2 ans du mandat de Sarkozy et une grosse manifestation en janvier. À la rentrée de cette première manifestation, j'ai 3 filles et j'avais un peu squeezé une après-midi qui était réservée à des activités plus sympathiques pour aller manifester. Et l'aînée, qui avait 15 ans à l'époque, n'a pas supporté de m'entendre râler en rentrant de cette manifestation. Et m'a dit mais tout ça c'est bien, mais tu râles, mais à part râler, qu'est-ce que tu fais ? Et j'ai pris ça dans les dents. Je lui ai dit écoute, je te demande un petit peu de temps pour te répondre. Et je me suis dit elle a raison. Enfin, je me suis dit il faut y aller quoi. Donc j'avais à l'époque l'occasion d'aller chercher de l'information sur internet, parce que malheureusement l'information, en tout cas avec les grands médias, alors évidemment il y a encore des radios comme France Inter qui font un boulot et France Culture qui font un super boulot, mais bon les masses médias, TF1, etc., l'information on l'a plus. Internet est un super outil, mais difficile parce qu'on y trouve de tout et n'importe quoi. Et je me suis dit je vais mettre à disposition des citoyens tous les liens que j'ai, les méthodes pour recouper l'information. Et j'ai été très surpris du succès que ça a rencontré. Donc ce blog est rapidement devenu un site. Et puis on a été sollicité par les gens sur place pour nous dire pourquoi ne pas faire un journal. Voilà, ça s'est passé tout bêtement comme ça. Et alors c'est devenu un vrai journal avec une participation citoyenne. Il y a une quinzaine de rédacteurs ?
Oui, alors ça a démarré, nous étions 3. On a fait une première édition, enfin un double zéro pendant l'été qui était imprimé sur une vieille photocopieuse. Mmh. Et puis l'idée c'était de se dire on va faire un bimensuel. À l'époque on a démarré avec un 16 pages en format tabloïd et on s'est dit on va contacter des imprimeurs, ce qu'on a fait. Et puis on s'est lancé dans cette aventure totalement folle. Si c'était à refaire aujourd'hui, je sais pas si je me lancerais quand même dans cette aventure. Donc c'est une association, hein, on refuse toutes les subventions et toute publicité pour préserver notre indépendance. On était à une période où beaucoup de gens, je parlais justement de ces manifestations, ont compris que s'opposer ne servait pas à grand-chose ou plus à grand-chose aujourd'hui, et qu'il valait mieux se sortir les mains des poches et puis réinvestir le champ de la décision publique, réinventer nos vies, et c'est ce qui se passe sur nos territoires. Il y a plein de gens absolument extraordinaires, et vous en faites l'écho dans votre émission, qui bougent, il y a des initiatives citoyennes de partout. Et en fait, ce qui a été un peu surprenant, c'est de voir que ce journal a été un générateur de liens. C'est-à-dire que les gens se sont tournés vers le journal pour communiquer et ont rencontré les autres. Et puis, rapidement, ça a dépassé le journal parce que c'est devenu des réunions publiques. C'est de l'éducation populaire au sens large, je crois. Mmh. Mmh. Alors, il y a un premier temps, on dénonce. Le deuxième temps, c'est celui où on propose. Est-ce que le Lot en action, sous-titré Société, écologie, citoyenneté, puisque ce sont les grandes lignes éditoriales de ce journal, avance des propositions? Bien sûr, au tout début de cette aventure, on avait plein de choses à dire, évidemment, plein de choses à dénoncer. Et puis rapidement, on s'est dit, mais on ne peut pas être aussi négatif. Donc effectivement, ça a été de mettre en avant d'abord les choses qui se font et qui sont bien sur notre territoire. Et puis après, c'est un bel outil. Et c'est pour ça que cet outil dérange un peu, évidemment, les institutionnels et les politiques en place. Ceci étant dit, il y a quand même beaucoup d'élus qui font un travail correct et à partir du moment où ils sont un peu sollicités par leurs administrés, par les citoyens, il y a beaucoup de solutions qui se mettent en place. Le journal est sans publicité, il n'y a pas de subvention, il est vendu 2,20 € le numéro, 24 pages. Est-ce que ça vous permet de boucler le financement? Est-ce que vous allez aller plus loin maintenant? Boucler le financement, non. Donc ça fait 2 ans et demi, on est toujours tous bénévoles. En ce qui concerne la rédaction, moi j'y passe entre 70 et 90 heures par semaine, c'est totalement déraisonnable, sans aucun revenu, et puis là j'arrive vraiment au bout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai même plus de couverture sociale, donc il va vraiment falloir qu'on trouve des solutions. On a le maquettiste aussi qui fait un super travail, qui commence vraiment à fatiguer, donc il y a quand même des questions qui se posent sur l'avenir du journal, mais on ne peut pas baisser les bras. On est tellement soutenus, tous les réseaux citoyens, les associations, les gens qui bougent nous témoignent leur soutien, donc ça fait vraiment chaud au cœur, ça donne une énergie incroyable. Bon, il faut quand même qu'on arrive à trouver des solutions, donc il faut qu'on trouve d'autres maquettistes, il nous faut aussi d'autres rédacteurs. Je pense que ça va dans le bon sens, on va peut-être connaître des heures sombres encore, mais on est au pied du mur. Je pense que les gens ont compris qu'il fallait bouger aujourd'hui et que la vie elle s'invente et il y a des choses à préserver pour nos enfants, dans l'environnement, au niveau des acquis sociaux, au niveau du partage, de la solidarité. Les choses avancent et on a l'écho de ça, donc on peut pas l'arrêter, quoi, c'est pas possible. Et une dernière chose, Laurent, les filles sont fières de vous. Oui, je crois. Le Lot en action, toutattaché.org pour l'adresse internet. Bravo et merci Laurent. Merci à vous. Et bon courage. Merci, au revoir. Françoise Dupetit, bonjour. Bonjour. Françoise qui a été salement, mais c'est pas joli cette histoire de famille, dénoncée par Jackie. Vous êtes secrétaire de cette association, la Cosnarde, donc qui valorise ces brebis Cosnardes. Nous sommes dans les causes du Quercy. Et c'est une brebis en fait qui a eu son temps de gloire pour sa laine, surtout au début du XXe siècle. Et ensuite, elle s'est dévalorisée puisqu'on a fait des croisements pour faire de la viande. Tout à fait. On a élevé, il y a encore un siècle, la brebis pour la laine. Et maintenant, on l'a privilégiée pour la production de viande par croisement, pour améliorer la qualité de la viande au détriment d'un patrimoine génétique unique. Donc nous, on défend la conservation de la brebis cosnarde, des petits troupeaux en plein air, dans un biotope naturel. On se rend compte aussi, si on observe bien le paysage, que l'élevage de la brebis a façonné les paysages du Causse. Les murets de pierre pour délimiter des parcelles, les lacs de Saint-Namphèse qui servaient d'abreuvoir, et puis elles ont servi aussi à entretenir les herbages, les sous-bois. Et le tweed anglais, c'est à partir d'une laine de Cosnarde? Oui, et elle était exportée en Angleterre au XIXe siècle
pour faire du tweed, et elle a servi aussi au début des années 1900-1914 pour faire les pèlerines des soldats pendant la guerre, parce que la laine est très épaisse et elle est imperméable. Alors Françoise, comment relancer cette filière laine alors qu'on l'a quasiment abandonnée? C'est un petit peu le challenge de notre association. Donc, on a créé notre association en 98 et elle regroupe des éleveurs, des fileuses, des tricoteuses, des artistes et des amateurs qui se passionnent pour son histoire et pour la laine en particulier. Donc, on a plusieurs missions, plusieurs buts. Une valorisation économique déjà de la laine. Dès la tonte, c'est-à-dire redonner à la laine la valeur perdue. Donc, on organise des chantiers de tonte, de tri, de classement de la laine. Car si on soigne la tonte, on valorise la laine et elle se vend à meilleur prix. Alors, donc après une tonte propre, on peut l'envoyer à la transformation dans des manufactures de proximité. Ah, parce que vous en avez encore, parce que vous savez que, enfin c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais les manufactures et le traitement, en général, se fait en dehors des frontières, très souvent. Donc on essaye de faire une filière laine, reconstituer une filière laine cohérente. Donc on a des petites filatures dans le Cantal, dans l'Aveyron, et si on va un peu plus loin, en Ariège. Effectivement, les filatures donc ferment les unes après les autres, puisque la laine est transformée maintenant en Chine et en Russie. Mais alors, ce que je comprends moins, François, c'est qu'après le traitement, c'est l'éleveur qui achète le produit transformé. Non, on aide les éleveurs à trier la laine. On envoie la laine dans les petites manufactures qui renvoient des produits finis, de qualité, matelas, des couvertures tissées, des couvertures piquées, des couettes, du fil de laine. Et ces produits nous reviennent et justement, notre principale préoccupation en ce moment, c'est d'organiser les débouchés économiques, c'est-à-dire donc par un système de catalogue à la ferme chez les éleveurs, parce que certains ont des petites boutiques, aussi par un site internet qui est en construction. Donc on essaye de mettre sur pied des circuits courts de commercialisation. Donc une organisation collective, de l'entraide, et on doit expérimenter aussi des pistes innovantes pour transformer la laine et diversifier les produits. Et puis moi je suis intéressé par la couverture piquée. Alors pour savoir la fabriquer, je peux suivre un stage chez vous. Tout à fait. La couverture piquée, c'est un petit peu l'ancêtre de notre couette. Elle était fabriquée, donc la laine nappée entre deux couches de tissu avec un point bien particulier pour retenir cette laine. Donc on a dit l'aspect économique, on essaye d'aider les éleveurs donc à développer la laine, à la valoriser, et aussi en sensibilisant le public par des stages de savoir-faire. Donc des stages autour du cardage, du filage, les couvertures piquées, le café tricot, des teintures végétales et puis des stages pour les enfants. Le café tricot, c'est dans un café associatif à Acier et s'appelle le Mayabar. Tout à fait. Donc notre café associatif regroupe les initiatives locales des villages alentours, dont un café tricot. Ça marche bien. Et ce nom me plaît énormément. Alors, il faut vraiment suivre ce qui se passe parce que c'est une nouvelle économie qui est en route, qui est drôlement intéressante. Lacossenarde.org, la Cossenarde, c'est tout attaché. Merci Françoise Dupetit. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Exceptionnellement, je sors de notre région pour vous annoncer une table ronde ce soir à 19h au théâtre du Lucernaire à Paris, dans le 6e arrondissement, autour de la mobilisation de la société civile face à la crise du logement qui affecte plus de 3,5 millions de personnes en France, sans logement ou très mal logées, et avec un exemple qui est donné depuis quelques années en Île-de-France, celui de l'association Solidarité Nouvelle pour le logement. Nous avions déjà évoqué cette aventure sociale et solidaire avec un des cofondateurs de SNL, comme on dit plus simplement, Denis Primard. La naissance en 88 de l'association relevait d'un constat réalisé par deux entrepreneurs, dont Denis Primard, du bâtiment. De nombreux logements vacants, pour des raisons de vétusté, méritaient une réhabilitation à des fins sociales. Et depuis cette date, c'est une formidable chaîne de solidarité, là encore, qui s'est mise en marche et qui a permis de loger en Île-de-France, donc, ou de reloger plus de 6000 personnes. La force de l'Union tient aussi à ses 1200 bénévoles, aux 110 groupes locaux de solidarité et aux 55 salariés qui ont été embauchés dans ce défi qui ne fait que continuer. Là aussi, il y a une adresse internet, évidemment,
snl-union.org. Et retenez, si vous êtes parisien, ce soir, 19h, au Théâtre du Lucernaire à Paris, pour ce rendez-vous et cette confrontation. Avant de nous séparer, la semaine prochaine, nous serons dans le Lot-et-Garonne. Puis, pour rappel, nous traverserons le Jura, le Doubs, puis encore le Haut-Rhin et les Vosges. Merci pour vos cafetages que nous prenons toujours avec plaisir. À Montcuq, on ne pouvait pas l'éviter. On retrouve tout de suite Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 €.